Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedi, les aventuriers de l'étrange. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ce soir, je vais avoir le plaisir de recevoir un scientifique allemand de réputation mondiale dans le domaine de la recherche concernant les phénomènes paranormaux. Il s'agit de Walter von Lukadou. Il est docteur en sciences et en philosophie et il dirige depuis plus de 30 ans le service de consultation parapsychologique de Fribourg en Allemagne. Ce service qu'il a créé est unique au monde car il est considéré comme étant d'utilité publique et par là même financé donc par l'État allemand. Alors comment fonctionne ce service ? Quel service rend-il à son pays et à ceux et celles qui y ont recours ? Quelles sont les théories que Walter von Lukadou explore pour comprendre et essayer d'expliquer les phénomènes paranormaux ? Quels sont les cas les plus intéressants qu'il a étudiés durant toutes ces années ? C'est autant de pistes que nous allons explorer en sa compagnie durant donc presque toute cette émission. Je signale au passage que je suis d'autant plus ravi de le recevoir que cela fait, comme je le disais à Émilie tout à l'heure, plusieurs années que M. von Lukadou ne s'était pas exprimé sur un média français. Alors, pour m'épauler dans la traduction, je vais avoir à mes côtés Cécile Arnaud, qui nous rapportera avec tout son talent les propos de Walter von Lukadou. Mais avant de retrouver ce grand scientifique allemand, j'ai demandé à Renaud Évrard, que vous connaissez bien, si vous êtes un habitué des aventuriers de l'étrange, de venir me rejoindre, car il a travaillé dans son service durant plusieurs mois. Il va nous brosser son portrait d'ici quelques instants. Renaud Évrard, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Oui, très bien, très bien. Alors, vous allez avoir la responsabilité de nous faire le portrait de Walter von Lukadou. Vous avez passé combien de temps avec lui ? À peu près ? Très peu finalement, très peu. Oui, enfin très peu. Vous avez eu le temps de faire le tour du service, de regarder comment il fonctionnait, en fait, non, d'échanger c'est pas beaucoup. exact ce que vous avez dit, parce qu'à Freiburg, il y a deux services. Oui. Il y a donc ce service de Walter von Lukadou et il y a un autre service de consultation plus universitaire et privé. Oui. Et c'est dans ce service privé que j'ai en fait effectué mon stage de 6 mois. Bon, alors vous nous parlerez de Walter von Lukadou, que vous avez malgré tout côtoyé quand même, oui. et rencontré à maintes reprises. Et à la fin de l'émission, on fera une sorte de débriefing avec vous, si vous le voulez bien, peut-être revenir et éclairer certains points, notamment le MPI, qui est la théorie de Walter von Lukadou concernant l'explication, la tentative en tout cas d'explication, la piste de recherche pour expliquer les phénomènes paranormaux. Et ensuite, nous répondrons à des questions que les auditeurs nous laisseront au 0826 300 300 en compagnie également de Pierre Massias qui vient de me rejoindre. Salut Pierre. Bonsoir Louis. Alors Pierre Massias, tu t'occupes du site sur lequel on retrouve toutes les archives des aventuriers de l'étrange. Je le rappelle, psiland.org, psiland.org.
site qui fonctionne toujours bien. Toujours bien, oui, il est fréquenté. Aujourd'hui, j'ai pu mettre l'émission d'hier soir. Magnifique. Tout le monde peut l'écouter, même nos amis euroviliens directement de l'Inde. D'accord, génial, et ça fonctionne toujours aussi bien. On va télécharger Les Aventuriers de l'étrange. Voilà, les gens sont très intéressés par les émissions, aussi bien les dernières que les toutes premières. Bon, parfait. Donc tu restes avec nous, bien entendu, puisque tout à l'heure, en compagnie de Renaud Évrard, on fera, comme je lui disais, un débriefing concernant cette rencontre avec Walter von Lucadou, et puis nous répondrons aux questions de nos auditeurs. Alors, cette fois-ci, ouvert évidemment à tous les domaines des phénomènes paranormaux. Morad est au standard, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire au 0826 300 300, et puis comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez nous faire part de vos commentaires, de vos réactions par le biais des SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte et vous envoyez le tout au 71 200. Je serai ravi d'être votre porte-parole. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedy, les aventuriers de l'étrange. Avant de retrouver ce grand scientifique allemand, Walter von Lucadou, je me tourne vers Renaud Évrard. Alors, Renaud, décrivez-nous un petit peu, enfin pas un petit peu, on a le temps, décrivez-nous les deux services qui existent justement à Fribourg, dont vous venez juste de nous parler en quelques mots. Alors, donc, le service de Lucadou a été créé en 1989 et reconnu d'utilité publique 2 ans plus tard. Donc, maintenant, il est financé par le gouvernement allemand régional, en fait, oui, à le hauteur Land, de, hein, voilà, c'est ça, à hauteur de 20 000 € par an pour 2 conseillers, ce qui est finalement pas suffisant pour vivre de cette activité, mais bon, voilà, c'est déjà bien, c'est déjà une très bonne reconnaissance. Et il y a un deuxième service qui est, lui, à l'Institut des zones frontières de la psychologie et de l'hygiène mentale, donc IGPP. Encore à Freiburg, ils sont quasiment voisins, mais ce service-là est issu d'une recherche universitaire, en fait, visant justement à voir quels étaient les besoins des populations concernant ces questions, les problèmes que ça pouvait poser par rapport aux expériences paranormales, qu'ils appellent expériences exceptionnelles. Et donc eux sont pas du tout financés par le gouvernement et ils se gèrent eux-mêmes, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est gratuit, autant chez Lucadou que à l'IGPP, le service est gratuit, les consultations, voilà quoi. Et donc ils arrivent à trouver des solutions de financement autres, pas du tout en vendant des gris-gris ou des choses comme ça. Encore heureux. Mais voilà, donc un côté c'est un peu plus universitaire, et de l'autre côté Lucadou est peut-être plus indépendant dans sa pensée, dans son style de travail, mais en même temps c'est Lucadou. Alors justement, décrivez-nous l'homme Walter von Lucadou, puisque vous avez eu la chance de le rencontrer à quelques reprises. En fait, je vais remonter toute l'histoire. Je comptais faire un mémoire. J'ai fait un mémoire sur les approches psychologiques des personnes qui se disent hantées. Et j'avais lu un livre de Pascal Catala qui évoquait un peu sa théorie, que j'avais trouvé très surprenante. J'avais mis quelques mois à m'en remettre. J'étais passée du dédain finalement à une curiosité. Et puis j'avais essayé de contacter l'auteur et il m'avait franchement invité à venir à Freiburg, sachant que j'habitais à Strasbourg, c'est seulement 80 km. Ah oui, c'est tout à effectivement. fait faisable en train. Ça se fait, voilà. Et donc, je suis partie visiter Strasbourg et puis je me suis rendue avec des croissants à 9h du matin. À Fribourg. Et voilà, tout à fait. Et puis, j'ai eu le droit à 6 heures d'entretien, ce qui est pas rien, quoi. Pour un accueil très chaleureux. Donc, en fait, il vit quasiment dans le lieu où il travaille. Il y a plusieurs pièces, plusieurs bureaux et tout ça. Mais puis donc on a discuté pendant dans la cuisine de plein de choses. Donc en anglais, allemand, français, c'était un petit peu très amusant, mais très chaleureux autour d'un petit déjeuner. Et puis j'ai pu l'interviewer comme ça pour mon mémoire et apporter un élément de quelqu'un qui a vraiment une pratique de la chose. On sent que c'est un passionné. Vraiment, il vit pour ce que je pourrais qualifier, il vit pour sa mission. C'est pas tellement un missionnaire, je dirais que c'est un scientifique. Vous avez dit, par exemple, comme diplôme qu'il était docteur en sciences et en philosophie. Oui. En fait, c'est pas ça. Il a commencé par la physique, par avoir un doctorat tout à fait classique, et puis il a lu quelques bouquins qui
qui ont attisé sa curiosité. Et finalement, il s'est inscrit dans une recherche à l'IGPP, à la fois théorique, physique, et puis simultanément, il s'est formé à la psychologie. Je sais avoir aussi un doctorat en psychologie. Donc, on a quelqu'un d'assez hybride et d'assez fantastique, enfin, pour le milieu, d'être à la fois physicien et psychologue. Donc, on a un double aspect, une double curiosité par rapport à ces événements. Et donc, sa pratique, il l'a mûrie au fur et à mesure. Il a écrit d'abord beaucoup d'articles, il a fait des expériences à Freiburg, à Utrecht. Et il est devenu très connu au niveau parapsychologique. Et puis, il s'est rendu compte que ce qu'il avait à apporter, peut-être, ou la finalité de la parapsychologie, pour lui, c'était peut-être d'avoir une application clinique. Parce que justement, on trouvait des limites ou des lois, finalement, intrinsèques au phénomène qui permettaient de donner des informations ou des conseils intéressant pour les personnes qui sont en prise avec ces phénomènes et qui savent pas du tout quoi faire. Par exemple, des questions est-ce que c'est dangereux, comment faire pour que ça s'arrête, ou des choses comme ça, quoi. Ouais. Et est-ce que vous nous confirmez que son service de consultation parapsychologique à Fribourg, donc en Allemagne, est quelque chose qui est assez unique au monde finalement, dans le sens où c'est reconnu d'utilité publique? Oui, alors c'est unique au monde aussi pour la fréquence, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte que c'est un grand besoin parce qu'il y a 3000 personnes qui viennent consulter chaque année en fait. Donc ça peut être, c'est pas forcément ils viennent à Freiburg, mais ça va être des coups de fil et voilà, ils sont 2 pour recevoir 3000 personnes par année. Je vous laisse faire le calcul, hein. Ils y passent beaucoup de temps. Ouais. Mais voilà, donc c'est un travail aussi en plus de ça sur Freiburg. Il fait des cours, des formations, des conférences. Il a écrit plusieurs ouvrages, mais partout dans l'Europe, quoi. Donc il est souvent en voyage et il se réserve des bouts de semaine à gauche, à droite. Et l'unique au monde, maintenant, c'est plus le cas, mais c'est vrai que c'est plutôt un précurseur dans ce niveau-là, en fait. Oui. Merci Renaud. Donc, on se retrouvera tout à l'heure après l'interview de Walter von Lukadou que vous allez découvrir puisqu'il est mon invité d'ici quelques instants. Le temps pour moi de vous rappeler que, bien entendu, vous êtes les bienvenus dans cette émission. Juste après l'interview et après en avoir discuté avec Pierre Massias et Renaud Évrard, eh bien, l'antenne vous sera entièrement consacrée pour analyser vos témoignages, répondre à vos questions. Vous pouvez nous appeler d'ores et déjà au 0826 300 300, 0826 300 300 ou évidemment me contacter directement par SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte, votre question, votre commentaire et vous me l'envoyez au 71 200. J'en prendrai bonne note dès qu'il arrive sur l'écran qui est juste à côté de moi et évidemment je serai votre porte-parole. Donc restez avec nous, voici la rencontre avec Walter von Lukadou. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedy, les aventuriers de l'étrange. Walter von Lukadou, bonsoir. Bonsoir. Alors, Walter von Lukadou, nous allons revenir au départ. J'ai envie de vous demander, pour commencer cette émission, quand est-ce que vous êtes intéressé au paranormal pour la première fois et pourquoi? J'ai commencé à m'intéresser au paranormal déjà quand j'étais étudiant. Ça va faire maintenant plus de 40 ans et j'avais 16 ans à l'époque, à peu près. Et ça a commencé en fait pendant un cours d'allemand. Nous avons lu une histoire à propos de fantômes et j'étais très sceptique. Donc j'en ai parlé avec mon prof d'allemand et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ce genre d'histoire et au paranormal. Mon prof d'allemand m'a donné un livre de Hans Bender. Oui, tout à fait. Ouais. Il était prof à Fribourg et ça a été plus tard mon professeur. Il m'a donné d'autres livres à lire, j'étais toujours aussi sceptique et donc c'est comme ça que j'ai continué à m'intéresser, ça m'a poussé à aller plus loin dans mes recherches. J'avais été dans une librairie et à l'époque il n'y avait encore pas beaucoup de livres qui traitaient à propos du paranormal. Donc
À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Il avait réussi à se faire offrir un livre de Hans Drake. Et par la suite, il a acheté un livre de Bergson, qui était un philosophe français. C'était un livre qui était très critique par rapport à la parapsychologie. Et finalement, je me suis aperçu qu'il se posait les questions que moi-même je me posais. Je voulais absolument étudier la physique. Et je me suis dit, il faut absolument que j'aille étudier à Fribourg, parce que c'est là qu'est le professeur Drich, Hans Bender, pardon. Et il faut absolument que je le trouve et que je l'ai comme prof. Et il a étudié la physique et la psychologie à Fribourg. Et c'est comme ça qu'il a commencé à étudier la parapsychologie. Walter von Lukadou, je rappelle que vous êtes docteur en sciences et en philosophie. Alors, l'étude des phénomènes paranormaux est votre quotidien. À votre avis, on reviendra évidemment sur cette question tout au long de cette émission. Qu'est-ce que la recherche dans le domaine de la parapsychologie peut apporter à l'humanité ? Il ne s'intéresse pas forcément au paranormal, mais plutôt à tout ce qui est inhabituel et inquiétant. Souvent, quand les gens racontent leurs histoires un peu inquiétantes, en fait, on ne sait pas si ce sont des phénomènes physiques ou des phénomènes psychologiques. Et c'est ça qui est intéressant à étudier. Et c'est pour ça qu'il faut un peu approfondir les recherches et voir finalement ce que la physique n'arrive pas à expliquer. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'ils vivent au quotidien. Beaucoup de gens vivent des expériences inquiétantes et qu'ils ne comprennent pas. Et donc, je me suis dit qu'il fallait absolument que je les aide. Walter von Lukadou, quelles sont, à votre avis, les catégories des phénomènes psy qui vous semblent les plus intéressants à étudier ? Les deux catégories qui me semblent les plus intéressantes, ce sont d'abord tout ce qui est tous les phénomènes qui ont un rapport avec la télékinésie. D'abord avec tout ce qu'on perçoit, tout ce qui est perception qu'on n'arrive pas à expliquer, et après tout ce qui est en rapport avec la télékinésie. Oui. Et en tant que physicien, il s'intéresse plus particulièrement au phénomène de télékinésie. Oui, ce qui est normal. Oui, tout à fait. Et alors, ça vous semble, par exemple, pour la télékinésie, avec la physique, qu'est-ce qu'on peut découvrir d'intéressant ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, pour toutes ces histoires d'esprits frappeurs, des poltergeists, oui. Des poltergeists, on ne sait pas si c'est vraiment des phénomènes qui existent, si c'est psychologique, si c'est physique. Ist auch heute noch umstritten. Also viele Wissenschaftler sagen, es handelt sich dabei um Täuschung oder gar um Betrug und diese Phänomene existieren nicht wirklich. Aber was wir in unserer Beratungsstelle feststellen ist, dass solche Sachen so Beaucoup pensent que ce sont des bêtises, que ça n'existe vraiment pas, mais finalement ça se passe tellement souvent c'est un phénomène qu'on ne peut pas nier. Walter von Lukadou, on fait une première pause. On se retrouve dans quelques instants pour continuer à discuter ensemble avec la traduction qui est assurée ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange par Cécile Arnaud. Vous le savez, vous pouvez intervenir dans les émissions, dans toutes les émissions des Aventuriers de l'étrange. Vous êtes ici chez vous. Vous pouvez nous appeler, Morad est au standard, au 0826 300 300 ou par le biais des SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte, votre réaction, votre question, et ensuite vous envoyez le tout au 71 200. À tout de suite. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedy, Les Aventuriers de l'étrange. Walter von Lukadou, ce grand scientifique allemand, est en notre compagnie ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange, et je suis vraiment ravi de pouvoir l'accueillir et d'être épaulé par la traduction assurée par Cécile Arnaud. Walter von Lukadou, quel est l'objet de votre service de consultation parapsychologique, le service que vous dirigez actuellement? Also zunächst mal wollen wir, und das ist vielleicht das Wichtigste, den Leuten die Angst vor solchen paranormalen Dingen nehmen. Wir wollen, dass sie einfach über solche Sachen berichten können
Le but principal, en fait, c'est d'aider les gens qui ont peur, de les conseiller, de les rassurer. Et vous recevez beaucoup d'appels. Est-ce que vous avez des chiffres, par exemple, à nous donner? On a à peu près 30 000 appels par an. Ah oui, quand même. De gens qui appellent, qui viennent nous voir, et ça veut dire qu'on travaille du matin au soir sans interruption. Walter von Lukadou, est-ce que vous pouvez nous raconter une journée de votre travail, le quotidien de votre service de consultation parapsychologie de Fribourg? Das sieht relativ einfach aus. Meine Mitarbeiterin und ich, wir sitzen eigentlich hauptsächlich am Telefon. Uns rufen hauptsächlich Menschen. Avec ma collaboratrice, souvent c'est plutôt par téléphone, nous répondons aux appels téléphoniques, mais ça nous arrive de nous déplacer, surtout pour les cas de poltergeist, d'aller voir les gens, d'aller voir si les phénomènes se produisent lorsque nous y allons. Mais une journée, ça commence à quelle heure? Quelle est votre principale occupation et ça finit à quelle heure? Par exemple, pour qu'on ait une idée de votre vie au quotidien finalement. Ja. Also wir beginnen 9:30 Uhr, also nicht so früh, weil so früh rufen uns die Leute an. Nous commençons tous les matins à 8h30, ce qui finalement n'est pas très tôt en Allemagne, mais bon, sinon avant on n'a pas d'appel. Le lundi, mardi et vendredi, nous ne travaillons que jusqu'à 1h, et le mercredi et le jeudi, nous travaillons jusqu'au soir tard, 18h, 19h, pour que les gens aient la possibilité de nous appeler après le travail. Évidemment. Et le reste du temps, j'écris des articles dans les journaux, j'écris des livres. Walter von Lukadou, est-ce que vous avez fait des statistiques concernant les appels? Est-ce qu'il y a beaucoup d'appels concernant tel phénomène plutôt que tel autre? Ja, ich kann einfach eine Reihenfolge angeben. Also die häufigsten Anfragen. La plupart des appels concernent surtout, en majorité, des perceptions ou des rêves prémonitoires. En majorité. Die zweithäufigste Erlebnisform. Après, c'est plutôt tout ce qui concerne des apparitions, des gens qui entendent des voix, qui pensent avoir vu des fantômes, qui pensent avoir vu même des gens de leur famille décédés. Et la troisième catégorie, ça concerne toujours des gens qui ont vécu des expériences un petit peu particulières, comme l'hypnose, ou qui ont eu affaire à des docteurs qui utilisent le magnétisme. Des guérisseurs, des choses comme ça. Guérisseurs. Et qui ont vécu cette expérience, qui veulent en parler, ou même qui ont eu peur de ces expériences. Walter von Lukadou, est-ce que vous êtes soumis souvent à des cas d'escroquerie? Also ich habe den Eindruck, dass die Menschen, die uns anrufen, uns keine Märchen erzählen, sondern die haben. Les gens qui nous appellent ou qui viennent nous voir ont vraiment quelque chose à nous raconter, à nous expliquer, et j'ai vraiment pas l'impression que les gens mentent. Oui, mais est-ce que vous avez reçu des gens qui ont été victimes d'escrocs, en revanche, de faux voyants, de faux guérisseurs, vous voyez? Ja, natürlich. Das ist eines dieser Hauptprobleme. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de charlatans qui abusent des gens qui finalement sont plutôt vulnérables et qui épargnent souvent beaucoup d'argent qu'après ils dépensent auprès de ces gens-là et ça donne des résultats catastrophiques. Ouais. Walter von Lukadou, combien de cas méritent une investigation, c'est-à-dire une recherche un peu plus poussée par an à peu près? Also wir untersuchen hauptsächlich diese Spukfälle, also diese Poltergeistfälle. Und da gehe ich auch zu den Leuten hin. Aber im Allgemeinen ist es nicht unbedingt erforderlich, weil das Problem besteht darin, die Leute... Plus souvent, on mène des enquêtes plus poussées pour tous les cas qui concernent les poltergeists, mais le plus souvent, finalement, ça leur est égal, parce que les gens viennent surtout nous voir pour nous raconter ce qu'ils ont vécu, pour finalement se soulager. Ouais. Et l'essentiel, c'est d'avoir quelqu'un qui les écoute. Und was ich natürlich auch mache, es gibt hier die Möglichkeit, und da habe ich auch vor kurzem erst eine Publikation gemacht, Menschen, die daran interessiert sind, können zum Beispiel... Et pour les gens qui sont un peu plus intéressés, on peut leur faire vivre, on peut essayer de leur faire vivre des expériences de psychokinèse.
si ça les intéresse. Oui. Quand vous allez sur le terrain, quels sont est-ce que vous avez des moyens d'investigation? Je veux dire, est-ce que vous avez de l'argent pour pouvoir vous déplacer quand vous le voulez sur le terrain? Nein, das ist ein Problem. Deswegen machen wir das auch nicht. Was ich gerne hätte. Je me déplacerais bien plus souvent chez les gens si je pouvais. Le problème, c'est que c'est financé par le Land du Baden-Württemberg et ça permet uniquement de financer le bureau là où nous travaillons et ça ne permet pas de financer nos expéditions finalement. Et c'est dommage parce qu'on pourrait étudier des cas, beaucoup plus de cas, et là on n'en a pas l'occasion. Bien. Walter von Lukadu, quand vous allez quand même sur le terrain, est-ce qu'il y a des choses particulières que vous emportez? Qu'est-ce que vous emportez? Also zunächst mal habe ich eine Reihe von physikalischen Messgeräten. Das sind so Standardmessgeräte. J'emporte bien entendu quelques instruments de physique. Bien sûr. J'emporte un électromagnétiseur, un microphone. Mais finalement, souvent les gens que l'on va voir, ce sont des gens qui ont non pas des problèmes psychologiques, mais qui ont des perceptions qui leur sont propres. Et ça n'a rien à voir avec la physique. On ne peut pas les expliquer de façon physique. Donc c'est pour voir, finalement, uniquement plutôt observer. Être témoin, quoi, de ce qu'il voilà, dit. Ouais. Tout à fait. Walter von Lukadu en fait une seconde pause. On se retrouve dans quelques instants pour continuer à découvrir avec vous votre travail donc à Fribourg au sein de ce service de consultation parapsychologique. Je vais vous demander dans quelques instants de nous raconter 3 cas que vous estimez vraiment intéressants, qui sont pour vous symptomatiques des cas qu'il faut étudier. Cécile Arnaud assurera bien entendu la traduction. Je rappelle à ceux et celles qui nous écoutent qu'ils peuvent réagir. Vous pouvez envoyer vos questions avec votre téléphone portable. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte et vous envoyez le tout au 71 200. Également, si vous avez envie de réécouter cette émission ou d'écouter les autres émissions, eh bien je vous invite à vous diriger vers un site internet psiland.org, psiland.org. Sur ce site, vous allez pouvoir trouver toutes les archives des émissions en intégralité des aventuriers de l'étrange que vous pouvez télécharger sur votre MP3 ou écouter en ligne, psiland.org. À tout de suite. Walter von Lukadu est en notre compagnie. Il dirige le service de consultation parapsychologique de Fribourg, service qu'il a créé, qui est unique au monde. Et avec lui, eh bien, nous allons découvrir maintenant les quelques 3 cas. Il y en a peut-être sûrement même d'autres qui lui semblent vraiment intéressants. Alors, Walter von Lukadu, racontez-nous 3 cas que vous trouvez vraiment très intéressants et qui ont mérité une investigation, et vous nous en raconterez évidemment après le résultat. Le premier cas pour commencer. Also der erste Fall, den ich Ihnen schildern will, ist ein Fall, der sehr erstaunlich war und den ich auch gelöst habe. Le premier cas qui me semble particulièrement intéressant, c'est l'histoire d'un jeune homme qui était dans une maison et qui entendait une toute petite voix qui lui parlait, et donc il était tout seul dans la maison, en plein milieu de la campagne, sans voisins, et c'était assez intriguant. Einige hatten ihm schon den Rat gegeben, er soll einen Psychiater aussuchen. Il avait essayé d'en parler à un psychiatre. Und andere hatten ihm gesagt, er Qui lui soll a, ein Medium bestellen, was die le psychiatre, le psychiatre lui avait conseillé d'aller voir un médium pour essayer d'enlever soi-disant un esprit. Also ich habe ihn dann gefragt, ob Je lui ai mir genau beschreiben könnte, wo Je lui ai demandé d'où venait exactement la voix et d'essayer de localiser l'origine de cette voix, d'où elle venait. Ouais. Je pensais, il était persuadé, il avait cherché, il était persuadé que cette voix venait de la théière. D'une théière qu'il avait chez lui. Bon, c'est intéressant, d'accord? J'ai tout de suite su que c'était un phénomène paranormal quand il m'a raconté cette histoire. Je lui ai demandé de regarder un petit peu ses fenêtres et de voir s'il n'y avait pas une antenne radio pas très loin. Okay. Il a découvert qu'à 300 mètres de chez lui, il y avait une antenne radio. Une antenne de réémetteur radio. Oui. Amplificatrice, donc très forte, oui, j'imagine.
Et quand il prenait la théière, en fait, il pouvait écouter la radio. Il entendait la voix de la radio. Ah oui, donc c'était un phénomène tout bêtement physique, quoi, finalement. C'était tout simplement un phénomène physique, mais il ne pouvait même pas imaginer comment deux bouts de métal pouvaient produire un son pareil. Ouais. Ce cas prouve que finalement on peut toujours trouver une explication à ce genre de phénomène. Le deuxième cas est un cas tout à fait tragique qui prouve que les gens ont une peur inconsidérée de ce genre de phénomène. C'était un jeune homme qui avait passé 6 mois dans un hôpital psychiatrique. Ouais. Il est venu me voir en me racontant que lui, il était persuadé que son cas n'était pas un cas psychiatrique. Il m'a raconté que lui, il avait eu un cauchemar terrible. Ouais. Il avait rêvé que son père mourait dans un accident de voiture. Ouais. Et le matin, il a raconté ce rêve-là à sa mère. Ils en ont parlé ensemble et finalement, ça ne s'est pas produit. Le père était toute la journée en voiture et il n'avait pas appelé ce jour-là. Et finalement, il a eu un accident cet après-midi, l'après-midi qui a suivi le cauchemar. Et l'accident s'était passé de façon absolument similaire au rêve du jeune homme. Voilà. Ouais. Le jeune homme était complètement effondré, j'imagine. Perturbé. Et il était complètement effondré parce qu'il a pensé finalement qu'il était un petit peu pour quelque chose. Que c'était lui le responsable dans la mort de son père. Ouais. Et à chaque fois qu'il faisait un rêve de ce style-là, il allait voir la police en se dénonçant et en disant qu'il était responsable. Ah oui, que c'était lui le responsable de l'accident. Oh, le pauvre garçon, oui. La police l'écoutait et a fini par l'envoyer dans un hôpital psychiatrique. Ah oui. Je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il n'en parlait pas à un docteur qui pourrait le conseiller, qui pourrait l'aider. Et il m'a répondu qu'il en avait parlé, mais que finalement le docteur n'avait jamais voulu le croire. J'ai appelé ce docteur. Ah oui. Et c'était tout à fait évident que son cas n'était pas psychiatrique. Et la mère était d'ailleurs tout à fait d'accord avec ça. Quand j'ai appelé le médecin m'a répondu oui, bien sûr, il m'a parlé de son rêve, mais son rêve finalement, on a pensé, le médecin a pensé que c'était un complexe d'Oedipe, qu'il avait pu subir dans son enfance des agressions et que finalement il avait rêvé de la mort de son père qui voulait tuer son père. Uniquement à cause de ça, d'accord. Le médecin savait tout simplement pas quoi faire, comment prendre cette histoire. Alors qu'en fait, la réalité était tout le contraire de ce que racontait le docteur. Le père était très important dans la vie du jeune homme, il n'avait jamais subi d'agression. Ça nous montre à quel point la vie de ces gens est difficile, à quel point il est difficile pour eux de parler de leur expérience à des gens qui finalement ne veulent même pas les entendre et même pas les comprendre. Ce cas nous montre à quel point finalement c'est important d'avoir des psychologues, des gens qui s'intéressent à ces phénomènes pour pouvoir aider les gens qui ne trouvent pas d'aide à l'extérieur et autour d'eux. Walter von Lucadou, quand vous avez contacté finalement ce docteur, quand vous avez apporté un éclairage nouveau à ce qu'a vécu ce jeune homme, est-ce qu'il allait mieux lui après? Ça a été très important qu'il m'en parle, puisque ça lui a fait comprendre qu'il n'était pas malade, qu'il n'était pas un cas psychiatrique, et que ses rêves étaient finalement assez normaux. Yes, I understand. Walter von Lucadou lui a donc expliqué que s'il avait ce genre de rêve, il n'avait absolument rien contre la personne à propos de laquelle il avait rêvé, et ça l'a aidé vraiment à mieux vivre après ce type de phénomène. Walter von Lucadou, est-ce que ce jeune homme a vécu d'autres rêves prémonitoires après que vous l'ayez aidé à comprendre comment il fonctionnait?
stellte sich heraus, dass es ist meistens so, wenn die Betroffenen verstehen, was passiert. Ich gebe ihnen dann immer zur Aufgabe, ihre Träume aufzuschreiben. Une fois que je lui ai expliqué, je lui ai donné quelques exercices, en fait, à réaliser. Il devait me décrire tous ses rêves. Et finalement, il est reparti très satisfait, beaucoup moins inquiet. Et ça lui a permis de vivre avec. Oui, de vivre mieux. C'est évidemment le talent ou le don qu'il avait, bien sûr. Est-ce que, Walter von Lukadu, est-ce que vous avez eu des cas de rêves prémonitoires d'accidents, mais qui ont permis d'éviter l'accident? C'est une question difficile. Es gibt zwar einige Fälle, wo die Leute gesagt haben, ich habe zum Beispiel geträumt. Il y a eu quelques cas comme ça où des gens rêvaient que leur avion s'écrasait, donc qui finalement ne prenaient pas l'avion. Et effectivement, l'avion s'était écrasé. Ah oui, l'avion s'était écrasé finalement. Oui. Mais finalement, c'est plutôt rare. Un cas concret, par exemple, une jeune femme qui devait prendre l'avion pour partir aux États-Unis. Au dernier moment, avant de monter dans l'avion, elle a entendu la voix de sa sœur qui l'appelait à l'aide. Et au dernier moment, elle a fait demi-tour et elle a appelé chez elle pour savoir si sa sœur était là. Et finalement, elle n'était pas là. Mais sa sœur n'avait pas de problème. Elle n'était pas à la maison, mais tout allait bien. Et finalement, elle a loupé l'avion. Et l'avion s'est écrasé. Il y a beaucoup de cas comme ça, mais finalement, c'est pas trop ce qui se cache derrière. Je ne sais pas vraiment l'expliquer actuellement. Walter von Lukadu, le troisième cas. Le troisième cas dont j'aimerais vous parler, c'est une histoire de poltergeist. C'est l'histoire d'un jeune couple qui venait de se marier, qui avait décidé de partir à la campagne, dans un petit village. Ils avaient acheté une maison dans le but de monter une auberge, un restaurant. La maison était très vieille, elle était vide depuis très longtemps. Ils avaient tout rénové eux-mêmes avec beaucoup de passion. C'était beaucoup investi dans cette maison. Et on commençait à se produire des phénomènes, des bruits dans la cave, des bruits dans la grange, des portes qui s'ouvraient. J'ai conseillé à la dame de tenir un carnet de bord, une sorte de journal, où elle devait noter tout ce qui se passait, tout ce qu'elle pouvait observer. Tout ce qui était anormal, de le noter sur ce carnet. Voilà. Elle m'envoyait régulièrement des lettres où elle me décrivait tout ce qui se passait de bizarre dans la maison. Voilà, toutes ces expériences. Et par exemple, il s'est passé un cas à côté, un chien qui était mort et qui, avant, n'osait jamais rentrer dans cette maison, qui n'osait pas s'en approcher. Et tout le monde dans le village avait peur de cette maison. Et un jour, ils ont vu une lumière traverser une pièce. Une lumière traversait une pièce. Ah bon, d'accord. Oui. Et il y avait donc beaucoup de phénomènes qui se passaient qu'on pouvait observer. Eines Morgens ruft mich die Frau an und sagt, sie würde das Haus nicht mehr betreten, sie sei in der Küche beschäftigt gewesen. Un jour, elle m'appelle un matin et elle me raconte que dans sa cuisine, elle a vu un couteau s'envoler à travers la pièce. Et elle n'osait même plus rentrer dans la maison et j'y suis allée tout de suite. Et je suis revenue plusieurs fois par la suite. Tous les gens qui étaient présents pendant les phénomènes, je les ai tous interrogés. Ils m'ont tous décrit avec précision tout ce qu'ils avaient pu voir, tout ce qu'ils avaient pu observer pendant ce temps-là. Et tout le monde était persuadé qu'en fait des gens avaient été enterrés vivants dans la cave il y a longtemps de ça. J'ai visité toute la maison et je dois bien avouer que l'ambiance était très pesante, que c'était pas très agréable déjà de la visiter, donc d'y vivre. Et je me suis vraiment étonnée qu'on puisse y rester et qu'on puisse y vivre aussi longtemps que j'y étais restée. D'accord. Il leur a demandé si on pouvait établir une corrélation entre un problème psychologique qu'ils avaient et puis les phénomènes de poltergeist qui se produisaient, tels le couteau qui traverse la cuisine, enfin bref, et tous les autres problèmes qu'ils ont connus. La dame m'a raconté qu'elle n'avait absolument aucun problème, qu'ils étaient heureux ensemble, qu'ils s'étaient mariés avec amour, et donc que son seul problème dans sa vie, c'était ce poltergeist. J'étais très étonnée parce que d'habitude, les cas de poltergeist se produisent face à des gens qui ont des problèmes psychologiques. Et là, cette dame... Visiblement, elle disait qu'elle n'en avait pas.
Donc j'en ai profité pour regarder un petit peu le journal de bord qu'elle m'avait envoyé chaque jour et toutes ses lettres. Ouais. Et là, j'ai remarqué quelque chose qu'auparavant je n'avais pas encore vu, que je n'avais pas remarqué. Ouais. Et à chaque fois qu'elle a décrit ses expériences, elle pouvait noter précisément quand s'étaient produits les phénomènes et où était chaque personne de la maison. Au moment où se produisait le phénomène. Produisait le phénomène, elle pouvait savoir, elle savait où était son mari, elle savait où étaient les amis. Et on s'est aperçu que les phénomènes se produisaient uniquement lorsque son mari était absent. Et j'ai compris, nous dit Walter von Lucadou, que en fait le phénomène qui se produisait, ce poltergeist, n'avait pour seul but que de faire revenir le mari de cette jeune femme à la maison. Elle était complètement bluffée par cette explication. Alors je lui ai demandé comment elle expliquait ce phénomène, comment elle expliquait ça. Ouais. Elle m'a expliqué que son mari travaillait dans un village voisin et qu'il n'aimait pas aller au travail, il n'aimait pas son travail en fait. Je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il n'abandonnait pas son travail dans ce cas-là et pourquoi il n'aidait pas à tenir le restaurant tous les deux. Elle m'a dit que c'était absolument impossible, qu'il travaillait dans une entreprise familiale, que son père avait travaillé là-bas, son grand-père avait travaillé là-bas, et qu'il fallait qu'il y reste. Ouais, donc il ressentait vraiment le poids de la tradition familiale, et ça c'est un vrai problème psychologique. Quand je lui ai donné ce conseil, lui, il était enchanté. D'arrêter son travail. Et à partir de ce jour-là, la voix étrange, les phénomènes se sont dissipés et ont quasiment disparu. Et j'y suis revenue récemment et tout était en ordre. À peu près un an plus tard, j'ai rappelé là-bas. Ouais. Je lui ai demandé comment ça allait et comment ça se passait. Et elle m'a raconté qu'elle avait ouvert un deuxième restaurant dans le village. Je lui ai demandé ce que faisait le poltergeist pendant ce temps-là. Est-ce qu'il y avait encore des cas troublants, oui. Et elle m'a répondu qu'elle pensait savoir ce que c'était avec le recul. Elle pensait que c'était l'esprit de la maison qui voulait l'aider et qu'à chaque fois qu'elle voulait prendre des décisions, et il l'a conseillé, il était là pour l'aider à prendre la bonne décision, la décision qui serait dans son intérêt à elle. Ouais. Et que finalement, l'esprit frappait toujours... qu'elle entendait toujours l'esprit, mais aujourd'hui, elle sait ce que c'est, ça l'aide. Ouais. Et elle l'a accepté. Je lui ai dit que c'était très bien. Même si on ne comprend pas très bien ce qui se passe, il faut savoir que le poltergeist a toujours un rôle, a toujours une fonction à jouer. Et finalement, c'est bien la preuve que les poltergeists sont des réactions psychosomatiques à des problèmes que les gens ne savent pas forcément. Ou qu'ils ne savent pas extérioriser autrement. Et donc, ils les extériorisent de cette manière-là. Mais donc, il y a toujours dans ce restaurant des phénomènes paranormaux. Mais seulement quand elle a des problèmes, maintenant. D'accord. Vous êtes allé, Walter von Lucadou, dans ce restaurant. Est-ce qu'on y mange bien? Je ne suis pas retournée, malheureusement, manger. Mais je pense qu'on y mange très bien quand même. Walter von Lucadou, on va faire une pause et on va se retrouver dans quelques instants pour continuer à discuter avec vous, avec l'aide de notre traductrice Cécile Arnaud, et je rappelle que vous allez pouvoir évidemment, si vous prenez cette émission en route, la réécouter en entier sur le site psilande.org où il y a toutes les émissions des Aventuriers de l'étrange à votre disposition. Vous pouvez les télécharger ou les écouter sur internet comme bon vous semble. Le site, donc, je vous le rappelle, psilande.org, psilande.org. On se retrouve avec ce grand scientifique allemand Walter von Lucadou dans quelques instants.
Ce soir, nous avons, vous l'avez entendu, le grand plaisir de recevoir ce scientifique allemand, Walter von Lucadou, qui est le directeur et le créateur du service de consultation parapsychologique de Fribourg. Il est en notre compagnie. Il y a quelques minutes, il nous a rapporté plusieurs cas qu'il a eu l'occasion d'investiguer. Un premier cas qu'il a résolu, d'autres cas le deuxième qu'il a résolu. Enfin, il a aidé quelqu'un à vivre avec ce don ou ce talent de clairvoyance qui peut poser des problèmes. Il en a posé à ce jeune homme. Et puis ce cas de poltergeist. Mais là, j'aimerais savoir, Walter von Lucadou, est-ce que vous avez été témoin d'un phénomène paranormal? Est-ce que vous avez vu de vos propres yeux se produire devant vous un phénomène paranormal? Bien sûr que j'étais témoin de phénomènes paranormaux, mais c'est toujours délicat de fixer la limite d'où commence le paranormal ou pas. J'ai par exemple assisté à des pierres qui bougeaient. On pouvait entendre des pierres qui roulaient. Il a pu aller collecter les petites pierres qui volaient, faisaient du bruit. D'accord. Qui faisaient du bruit. Et je les ai encore. Mais vous les avez vus voler? On les a entendus bouger, on les a pas vus. Ouais. Et quand on a voulu aller voir, elles étaient inertes, elles ne bougeaient plus. Calmes. Ouais. La question qu'on s'est posée, c'est est-ce que quelqu'un les a lancées, est-ce que quelqu'un les a fait bouger? Ouais. Et ça m'a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'efforts pour essayer de savoir finalement si quelqu'un était intervenu dans ce phénomène ou pas. Ouais. Alors un cas où c'était une famille, le père était cuisinier et il avait cuisiné une soupe. Ouais. J'étais tout seul avec lui dans la cuisine. Et tout d'un coup, j'ai vu une pierre voler dans la soupe. Mais j'avais vu personne la lancer. Et j'étais un peu surpris. Et finalement, ça a renversé toute la soupe. Le monsieur ne croyait pas à tous ces phénomènes et il a pensé que c'était avec la cuillère qu'il avait peut-être pu lancer ce caillou dans la soupe. Voilà. Ouais. Et on s'est aperçu qu'il y avait une jeune fille dans la famille qui avait des gros problèmes psychologiques. Et quand on a réussi à l'aider, les phénomènes se sont arrêtés, ont disparu. Paranormale Phänomene beobachtet habe, dann muss ich natürlich auch sagen, dass ich sehr viele Experimente durchgeführt habe, bei denen j'ai fait beaucoup d'expériences qui me permettent de prouver que des phénomènes peuvent se produire sans l'intervention de personnes. J'ai construit moi-même j'ai essayé de provoquer moi-même des phénomènes paranormaux et de pouvoir les observer. Les expériences que j'essaye de construire, finalement, peuvent paraître banales à des gens normaux, à des gens tout à fait qui ne sont pas avertis de ce genre. Voilà. Ouais. Mais finalement, pour un scientifique, c'est tout à fait intéressant de pouvoir observer les résultats et de pouvoir après établir des statistiques. Oui, ce sont des micro-phénomènes que vous produisez. Ja, ich möchte mal Folgendes sagen. Eigentlich ist es gerade umgekehrt. Nicht diese Phänomene beim Poltergeist oder die Erlebnisse, die Menschen mir berichten. Pour moi, ces expériences sont une occasion de prouver que les gens vivent bien des expériences paranormales et finalement permettent de prouver que oui, les poltergeists sont bien des phénomènes paranormaux qui ne sont pas une preuve en eux-mêmes. Oui, les apparitions également, enfin ce genre de phénomène. Qu'est-ce que vous faites comme expérience vous-même, Walter von Lucadou? Décrivez-nous un petit peu comment vous travaillez. Moi-même, je fais pas je fais pas d'expériences de paranormal, j'essaye de construire des expériences de psychokinèse plutôt. Ouais. Des petites expériences. Ce sont des expériences avec des générateurs aléatoires qui sont dans des ordinateurs, des expériences finalement tout à fait classiques qui sont faites dans de nombreux laboratoires qui s'intéressent à la recherche scientifique des phénomènes paranormaux dans le monde entier.
Walter von Lukadou, parlons un petit peu de la recherche, puisque là vous avez un côté, je dirais, opératif avec votre service de consultation parapsychologique. Essayez de nous expliquer ce qu'est le MPI que vous avez créé. Ja, also man hat ja jetzt sehr viele Experimente, man hat sehr viele Daten und jetzt geht es darum, à partir de toutes les expériences qu'on a montées, de tous les chiffres qu'on a pu récolter, on a pu établir un modèle, une théorie. Die wesentliche Aussage dieses Modells der pragmatischen Information. On peut parler de ce modèle qui est le modèle de l'information pragmatique en peu de mots. Le sens d'une expérience paranormale ne peut être réellement interprété que par la personne elle-même, puisque c'est celle qui vit une expérience paranormale qui peut vraiment en donner le sens. Or, est-ce qu'on peut créer un outil pour mesurer le sens? Je redonne un exemple, donc on va reprendre l'exemple de ce jeune homme qui est arrivé de son père que son père mourait dans un accident de voiture, oui. Il y a des milliers d'accidents par jour dans le monde entier, mais il ne rêvait pas de cela. Oui. Warum träumt nur in dem Fall von seinem Vater? Weil sein Vater für ihn wichtig ist. Es ist sein Vater. Pourquoi est-ce qu'il a rêvé précisément de l'accident de son père? Tout simplement parce que son père était très important pour lui. Bien sûr, oui. In dem Sinne misst die pragmatische Information die Bedeutung, die l'importance que les gens ont pour vous, les gens ou les choses, en fait, influent sur les phénomènes paranormaux. Ouais. C'est la première raison. Ouais. Die zweite wichtige Aussage, das Verhältnis von diesen Personen, donc la deuxième théorie au sein du modèle de l'information pragmatique, c'est aussi le comportement des gens qui est très important. Well, there is a term which is from Francesco Varela. He lived at Paris, and he had the term organizational closure. He says if a person is very close to me, or if the mother is very close to her child. Alors, c'est un scientifique français qui a monté cette théorie. Plus les personnes sont proches l'une de l'autre, il y a cette genre de symbiose qui se crée entre eux, et à ce moment-là, c'est un terrain favorable pour la création de phénomènes paranormaux. Il y a aussi Robert Sheldrake qui parle de champ morphique. C'est à peu près la même chose comme théorie finalement, Walter von Lukadou. À peu près, pas tout à fait, mais en gros c'est ça. Ouais. Dans un système pareil où les gens sont très liés, il existe des corrélations. Oui, des passerelles entre eux évidemment. Oui. Sont des corrélations non locales comme ça existe dans le monde physique. C'est-à-dire que quand il y a une expérience en termes de physique, je vais peut-être dire des bêtises, donc je m'excuse auprès des physiciens, mais quand on influe sur un proton, l'autre est influé immédiatement, quelle que soit la localité de l'un et de l'autre. Donc ça procède même dans une organisation sociale, entre êtres humains. Ganz genau. Also, was man sagen kann, das Modell sagt aus, le modèle physique prend exemple sur le modèle social prend exemple sur le modèle physique avec les atomes. Dans ce cas-là, tout à fait, oui. C'est une théorie issue de la physique quantique. Soweit hört sich das relativ einfach an und man würde ja denken, dass man auf diese Art und Weise on s'aperçoit que finalement la physique peut produire des phénomènes paranormaux tout à fait simplement. On doit juste reproduire ces corrélations que l'on observe dans la société, mais on doit bien sûr le faire de façon spontanée, quand par exemple quelqu'un est amoureux. Mais il y a encore un problème, et c'est la deuxième chose importante pour ce modèle de l'information pragmatique. La deuxième loi de ce modèle, oui. Quand vous essayez d'utiliser cette théorie de non-localisation pour essayer de le contrôler, de contrôler quelque chose avec cette théorie, et à ce moment-là précisément, cette action de non-localisation disparaît. Ça veut dire qu'on peut vivre des phénomènes paranormaux, mais qu'on peut difficilement les utiliser. Ou les reproduire en laboratoire.
exakt. Mhm. Ja, und jetzt geht es On peut aber aller noch encore plus weiter. loin. Wenn man dieses Modell jetzt On peut mathematisch richtig mathématiser ce ausrechnet, modèle. Ouais. dann kommt als Ergebnis etwas On a des Erstaunliches résultats assez heraus. surprenants. Wenn ich ein Quand on Experiment répète des wiederhole, expériences, Mhm. dass im et bei chaque der fois qu'on les Wiederholung der répète, elles Effekt sont de immer plus en kleiner plus wird. faibles. Ouais. L'effet s'amenuise petit à petit. Ja, genau. Mhm. Also je häufiger ich ein Experiment wiederhole, umso schwächer wird der Effekt. Wenn alles Et sonst plus on les konstant répète, ist, das ist etwas, was plus wir souvent on sonst les in der répète et plus elles Naturwissenschaft deviennent nicht haben. constantes. Ouais. Well, there was a statistical analysis Il y a about des 600 études statistiques qui ont été réalisées à partir de 600 expériences qui ont été faites ces dernières années. Yeah. And, the Et formula says finalement, on en a that déduit the que les effets, effect size la quantité des effets, la mesure des effets, will decline with the number of décline the au fur et à mesure que le trials. nombre d'expériences se sont réalisées. Yeah. And this Et formula c'est inversement fits proportionnel par perfectly rapport au with nombre data. d'expériences qui sont réalisées. Und das bedeutet, dass dieses Modell ziemlich gut Experimente C'est ça qui a fait beschreibt, die l'originalité de la die théorie also du unabhängig modèle von dieser de Theorie l'information gemacht pragmatique. wurden. Oui. Und das gibt mir eigentlich Et ça m'a ziemlich permis de große voir que Zuversicht, finalement dass, ce modèle dieses n'était pas Modell nicht complètement komplett faux falsch et ist. qu'il pouvait servir. Ouais. Und ich verwende dieses Modell jetzt in der Et aujourd'hui, in der je Praxis, l'utilise in à der peu près Beratungsstelle. Und das will assez ich noch souvent an einem au Beispiel bureau schildern. pendant mes consultations. Mhm. Walter von Lucadou, quels sont vos rapports avec les autres scientifiques en Allemagne et dans le monde entier? Ich habe im Großen und Ganzen kein Problem mit Kollegen. Manche denken zwar, das ist Spinnerei, Parapsychologie ist Spinnerei, aber J'ai pas de problème particulier avec mes collègues. J'ai de très bonnes relations globalement avec les autres scientifiques. Même si certaines croient que finalement la parapsychologie ce sont des bêtises. Mais ceux qui me connaissent sont généralement assez surpris, voire un petit peu jaloux de ce que je peux faire. Oui. Et donc, ma question, c'est, vous êtes au directeur et créateur d'un service qui, je ne veux pas raconter de bêtises, est unique au monde. C'est la première expérience de toute façon qui a été financée par un land en Allemagne. Et en fait, c'est cette combinaison entre la physique et la parapsychologie qui est complètement unique. Et nous avons en plus un modèle qui permet d'aider les gens et qui permet d'expliquer un petit peu les expériences qu'ils ont vécues. Et si je peux me permettre, j'aimerais bien raconter une autre petite histoire. Avec grand plaisir. Comme quoi, la plupart des histoires sont des cas assez tragiques. Eine junge Frau rief mich an und hatte folgende Frage. Sie sagte, une jeune femme un jour m'a appelé et elle m'a expliqué que depuis 4 semaines, elle faisait le même rêve chaque nuit. Et elle rêvait chaque nuit que son petit ami avait un accident de moto. En fait, son ami n'avait pas encore de moto, mais il voulait absolument s'en acheter une. Et elle voulait le persuader de ne pas en acheter, évidemment, parce qu'elle avait peur. Oui. Et lui voulait la persuader qu'il fallait absolument qu'il en achète une. Elle m'avait raconté qu'elle avait déjà perdu 2 amis dans des accidents de moto dans le passé. Elle m'avait raconté donc qu'elle avait perdu ses 2 amis dans des accidents de moto et que chaque fois auparavant, elle en avait rêvé. Elle avait déjà fait des rêves prémonitoires comme quoi ils allaient se tuer en moto. Se tuer en moto, d'accord, ouais. Elle était complètement paniquée. Ah bah oui, je pense, oui. En apprenant que son ami voulait en acheter une moto. Ouais. Elle voulait savoir, elle voulait que je lui donne la probabilité que ce rêve se réalise, que ce rêve devienne réalité. Et c'était un cas théorique très intéressant. Quand on n'a pas de modèle pour expliquer ce phénomène, sachant qu'il s'est déjà passé 2 fois, on va lui répondre qu'il va forcément se produire une 3e fois. Mais le modèle dit exactement le contraire. Le modèle dit que comme il s'est déjà passé 2 fois, il y a peu de probabilité qu'il se réalise une 3e fois, puisque le modèle explique que plus l'expérience se répète, est réalisée, et moins l'effet, et plus l'effet diminue en taille. Voilà. Et c'était très important de connaître ce modèle. Ouais. Et c'est vraiment une aide très importante pour les gens qui appellent, parce que ça permet de les rassurer et de ne plus avoir peur. Ouais. Et à chaque fois que j'ai appliqué ce modèle pour conseiller des patients, finalement, jamais rien ne s'est passé.
Et donc, heureusement, j'ai toujours eu raison lorsque j'ai appliqué ce modèle. Ce qui veut dire, Walter von Lucadou, que le petit ami de cette jeune femme a peut-être acheté sa moto et il vit très bien. Je lui ai dit qu'il pouvait bien entendu acheter une moto, qu'il n'y avait aucune raison que le phénomène se produise et que le phénomène avait peu de chances de se reproduire. Mais je ne suis pas au courant qu'il y ait eu un accident de moto depuis. Walter von Lucadou, nous allons faire une dernière pause et on se retrouve pour encore quelques instants parce que j'aimerais vous interroger sur l'avenir de la recherche dans le monde des phénomènes parapsychologiques, avoir un petit peu votre vision de l'avenir. Vous restez avec nous, on se retrouve dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio dans quelques minutes. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédy, Les Aventuriers de l'étrange. Le scientifique allemand Walter von Lucadou est en notre compagnie ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Il a créé et il dirige à Fribourg en Allemagne le service de consultation parapsychologique, un service qui est unique au monde. Nous l'avons vu, un service qui est financé par l'argent de l'État. Et c'est pas encore en France qu'on risque de voir ça, malheureusement. Walter von Lucadou, avec l'aide pour la traduction de Cécile Arnaud, dites-moi un peu. Comment est-ce que, cela fait 33 ans que vous travaillez sur les phénomènes paranormaux, que vous êtes dans ce domaine de recherche. À votre avis, comment voyez-vous l'avenir de la recherche scientifique des phénomènes paranormaux? Est-ce que vous êtes optimiste? Je suis pas pessimiste. Je suis pas pessimiste. Bon, c'est déjà pas mal. Je pense que la vision qu'on a des phénomènes paranormaux va quand même changer et va évoluer. Il faut qu'on accepte le fait que les phénomènes paranormaux ne se contrôlent pas, ce ne sont pas des machines, et on doit vivre avec. Ils apparaissent de façon spontanée. Ils sont l'expression de l'organisation intrinsèque de la nature, ce qui n'est pas facile évidemment à reproduire. Donc ce sont finalement des phénomènes naturels. Je pense que les nouvelles théories que la physique est en train de découvrir et de mettre en place permettront de découvrir que les phénomènes paranormaux finalement ne sont que l'expression d'un phénomène tout à fait naturel. Et donc mon vœu le plus cher, c'est que les gens apprennent à ne plus avoir peur des phénomènes paranormaux et puissent en parler normalement, sans avoir peur qu'on les juge et sans avoir peur de passer pour un fou. Voilà. Les gens ne doivent plus penser qu'ils sont fous lorsqu'ils observent des phénomènes ou qu'ils vivent des phénomènes paranormaux. Et si ça se réalise, je serais vraiment très heureux. Mais je ne sais pas si je pourrais vivre le moment où ça se passera. Je ne sais pas si je pourrais être témoin de cette évolution assez fabuleuse. Walter von Lucadou, sans être indiscret, vous avez quel âge? J'ai 61 ans. Et vous devez être obligé de prendre la retraite à quel âge? C'est une bonne question. J'en sais rien. Bon, donc vous allez continuer la recherche, évidemment. Ah oui, c'est sûr. Bien. En tout cas, Walter von Lucadou, merci vraiment de nous avoir accordé cette interview, parce que je sais que ça fait très 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 longtemps que vous n'avez pas parlé dans un média français. J'aimerais bien vivre un peu plus longtemps en France pour pouvoir améliorer mon français. Et peut-être qu'une prochaine fois, je pourrais faire un interview en français. Et j'adore la France, j'adore les Français, donc ça serait une grande joie pour moi de pouvoir parler cette langue. En tout cas, merci beaucoup Walter von Lucadou. Et à très bientôt sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Merci. Merci aussi. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédy, Les Aventuriers de l'étrange.
Énormément de SMS sont arrivés au 71 200 durant cette conversation avec ce scientifique allemand Walter von Lucadou. Alors pour parler un petit peu de cette rencontre et revenir sur quelques notions, notamment une qui est quand même assez complexe, Renaud Évrard est en ma compagnie ainsi que Pierre Massias. Alors Renaud Évrard, j'aimerais que l'on revienne d'abord sur le NPI, que vous nous expliquiez peut-être de manière plus vulgarisatrice ce que a découvert, la théorie de Walter von Lucadou. Oui, j'aimerais bien essayer. C'est vrai que j'avais préparé un peu quelque chose, mais c'est pas évident, hein. Oui. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc MPI, ça veut dire modèle de l'information pragmatique, en anglais. Hein. Oui. Bon, je dis tout de suite déjà, il y a des articles disponibles sur Internet, traduits en français ou directement en anglais. Donc si les gens veulent y aller plus loin, c'est possible. Bon. Et donc c'est une théorie qui se base sur la physique quantique, comme on l'a entendu, et sur la théorie des systèmes. À quoi ça sert? Ça sert à dire que on peut traiter de plusieurs types de systèmes, que ce soit des systèmes sociaux, systèmes physiques, psychologiques, et on peut un peu comme ça mélanger les disciplines et les facteurs, et on obtient quelque chose qui est finalement plutôt neutre et qui nous permet de simplement décrire ce qui se passe sans s'arrêter au fait qu'on ne sait pas encore vraiment au niveau de la substance, du substrat, de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'une force physique inconnue, d'un fluide, d'une onde cérébrale? Un jour, on en saura peut-être plus. Mm-hmm. Mais pour l'instant, on travaille encore à ce niveau-là d'une théorie des systèmes assez générale. Donc ça, c'est un premier aspect. Ensuite, Lucadou a utilisé la théorie quantique. Et bon, ils sont beaucoup à l'avoir remarqué qu'il y avait quand même des analogies entre les phénomènes qui surpasseraient un peu notre temporalité et notre espace quotidien. Et qui ressemblerait en ça à des phénomènes de la physique quantique obtenus en laboratoire. Mais c'est vrai que cette analogie, ça ne dure qu'un temps et ce serait pas vraiment scientifique de s'arrêter à ça. Mais bon, on va dire que Lucadou, quand même, c'est un physicien de très bon niveau. Et lui, il a beaucoup avancé sur la question. Et il a travaillé avec de très bons chercheurs aussi. Ouais. Et donc lui, il postule vraiment un isomorphisme. C'est-à-dire que c'est isomorphisme, c'est la même chose, la même forme en fait. À description. C'est-à-dire que les phénomènes quantiques, leurs propriétés sont quasiment les mêmes que les phénomènes psi. Donc, Lucadou a parlé de corrélation non locale. Mm-hmm. Et bon, voilà, vous avez un peu suggéré, il était assez d'accord sur le fait que c'est des particules, l'expérience initiale, c'est des particules jumelées, c'est-à-dire mises en corrélation, qui sont ensuite mesurées à distance, l'une à Paris, l'autre à New York. Ouais. Et quand la mesure de l'une est fixée, l'autre, peu importe où elle se trouve, elle est également fixée en même temps. Et donc, il semble y avoir là une sorte de transfert d'informations, d'énergie plus rapide que la vitesse de la lumière, qui est tout bonnement interdit en physique quantique, non quantique, justement, relativiste, Einstein. Ouais. Et qu'est-ce qui permet de dire que c'est pas de la télépathie entre particules ou qu'on peut pas utiliser pour faire de la téléportation? Parce que ça, il y a des physiciens qui ont dit, tout de suite, c'est de la télépathie entre particules. Et en fait, la chose qu'il faut comprendre, c'est que ce transfert d'informations, en fait, entre ces deux particules, il n'est pas aussi efficace qu'un signal radio, par exemple, qu'un signal physique classique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas transmettre des informations fiables par ce moyen. C'est seulement des informations de type statistique qu'on ne connaît qu'après coup, en fait. Mm-hmm. C'est quelque chose d'assez particulier et qui a toute son importance parce que ça fait que ces informations qui passeraient, elles sont d'un autre acabit. Et donc là, Lucadou parle d'information pragmatique, c'est pas lui qui a inventé le terme, il le reprend d'un autre chercheur, et il met ça comme une sorte d'équivalent de la signification, une sorte de théorie de la signification qui est vraiment au centre de son modèle, d'où le nom. Et cette théorie de la signification, donc elle a donc ces deux postulats, ce serait, les phénomènes ci sont des corrélations non locales, mais intervenant non pas dans des systèmes microphysiques, mais dans des systèmes vivants, ou plus généraux en tout cas, et des systèmes non quantiques, d'un plus grand niveau. Et le deuxième chose, c'est le deuxième postulat qu'il a essayé de nous expliquer, qu'on a dit deuxième loi ou deuxième théorie, qui veut dire qu'à chaque fois qu'on va tenter d'utiliser ce phénomène comme s'il s'agissait d'un signal physique, donc c'est-à-dire pour transmettre une information fiable, ça conduit à la disparition du phénomène.
Et alors, il y a un SMS qui nous est parvenu au 71 200 pendant l'interview de Walter von Lucadou qui dit bonsoir d'abord, puisque les diverses expériences ont validé justement les ponts quantiques, donc il parlait évidemment de cette théorie de non-localisation, pourquoi les phénomènes psy ne sont-ils pas évoqués plus librement par les chercheurs français? La semaine dernière, on a parlé de Olivier Costa de Beauregard, oui, qui est un très grand physicien dans le monde quantique, qui est plutôt connu, un élève de Louis de Broglie, bon voilà, du très très haut niveau, qui lui, très tôt, s'est rendu compte que justement, il y avait quelque chose de prouvé qui amenait à penser que les phénomènes paranormaux étaient justement naturels, comme le suggère Lucadou en fin d'interview. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui s'est passé? Olivier Costa de Beauregard, malgré sa position et malgré le fait qu'il y ait plein de chercheurs étrangers qui soient d'accord avec lui, s'est retrouvé vraiment mis un peu au banc par ses collègues, vraiment trouvé ridiculisé, on peut voir ça dans plusieurs ouvrages, et on lui a vraiment reproché de prendre parti pour la parapsychologie. C'est-à-dire que les physiciens sont pas mieux que les autres finalement, parce qu'ils ont les mêmes obstacles qu'on a nous, la difficulté à penser ces phénomènes comme réels, parce qu'on a justement l'impression qu'il n'y a pas de limite, quoi. Si on commence à croire que la télépathie est possible, alors pourquoi on n'entend pas des voix tout le temps, des choses, la psychokinèse pareil, quelqu'un a détraqué ma télé dans ma maison, enfin ça donne la limite à tout. Ouais. Et là, justement, Lucadou vient dire que non, justement, si on suit bien à la lettre ce qui se passe avec les phénomènes quantiques, on n'a pas réussi à transmettre des informations fiables. On fait des prédictions statistiques, mais on ne fait pas encore de la téléportation, si vous voulez. Il dit que justement, cette limite-là qui est posée naturellement en physique, elle est aussi valable pour les phénomènes-ci, et ça donne justement ce concept qu'il utilisera d'élusivité, de disparition de phénomènes qu'on essaie de l'utiliser comme des signaux physiques. Des signaux physiques. Ouais. Pierre Matthias, vous vouliez rajouter quelque chose? Tu voulais rajouter quelque chose? Non, ce qui est intéressant dans cette théorie de von Lucadou, c'est qu'effectivement, depuis les origines, je dirais les débuts de la parapsychologie, on cherche à donner un support physique au phénomène psy. Au début du siècle du XXe, on cherchait les ondes de télépathie, on cherche systématiquement un support physique. Et là, Walter von Lucadou propose une explication sans ce support physique. Support physique au sens matérialité, onde magnétique, des choses comme ça, mais pas au sens physique quantique. Et donc le rapprochement, pour les physiciens, j'imagine que la difficulté d'accepter une théorie comme celle de von Lucadou, c'est que en fait on rapproche des systèmes physiques à des systèmes du vivant, de la psyché. Et la physique, en tant que science dure, verra ses limites, en fait. Ce ne sont pas des limites, c'est-à-dire c'est une science dure qui ne marche pas de la même manière que les sciences humaines. Et rapprocher les deux aussi étroitement, au niveau de la physique, ça pose des problèmes. Au niveau de la conception du physicien, totalement objectif, et totalement objectif et numérique, quantitatif, ça posera des problèmes de conceptuels. Pas mal de SMS, donc je vous l'ai dit, à tous les deux sont arrivés au 71 200 pendant cette interview de Walter von Lucadou, dont un. Alors, je vous pose la question, puisque c'est arrivé. La question dit: le modèle théorique de von Lucadou peut-il s'appliquer à ce que nous savons du phénomène OVNI? Pierre? Ça va dépendre un peu de la manière dont on va considérer, quel modèle d'explication on va choisir pour l'ufologie, pour les observations d'OVNI. Il y aura les partisans physiques, je dirais. D'ailleurs, tôle, boulon, avion qu'on ne sait pas construire, mais avion palpable, quoi. Ici, ça va pas. Là, ça marche pas. Ça va pas marcher. Enfin, ça va pas marcher directement, en tout cas. Il y a aussi la théorie de l'ufologie en tant que phénomène psychique, et là, c'est un autre modèle d'explication dans lequel on pourrait, pourquoi pas, appliquer le modèle de von Lucadou. Oui, Renaud Evrard, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis actuellement en train de travailler, de discuter la question, et je trouve ça vraiment passionnant. Je connais pas beaucoup le domaine de l'ufologie, donc excusez-moi. Et je trouve qu'on peut l'appliquer
Simplement sur le fait des enquêtes du terrain en rapport avec le poltergeist. Je m'explique. Ce qu'on a, c'est donc on ne sait pas quelle hypothèse, si c'est physique ou si c'est psychologique. Comme a dit Lucadou, quand quelqu'un nous raconte une histoire de poltergeist, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé vraiment matériellement. Et là, on va encore utiliser cette théorie qui permet de prendre un peu du recul et de dire, tant pis, on avance quand même. Et on se rend compte qu'on essaie justement d'objectiver ce phénomène. Et qu'est-ce qui se passe? Depuis 100 ans qu'on fait de la recherche sur des poltergeists, on n'a jamais réussi à sortir un film ou des photos qui puissent convaincre n'importe qui, en fait. Ouais. Et dans le cas des ovnis, on a le même constat. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de films, beaucoup de photos, mais jamais rien d'extrêmement convaincant. Et même quand c'est très très convaincant et que c'est très flagrant, généralement on trouve très rapidement que c'est un trucage. Et donc ce serait de la caractéristique du phénomène. C'est-à-dire que ce serait aussi des phénomènes psy, les phénomènes ovni. Mm-hmm. C'est-à-dire que on pourrait pas les piéger en action. C'est un peu l'envie, la motivation qu'a eu Hans Bender, le spécialiste des poltergeists sur le terrain. Et lui, il voulait vraiment capter les phénomènes avec tout l'attirail technologique qu'on avait à la disposition. Oui. Mais il a toujours finalement échoué à cette tâche, même s'il a jamais été très très loin. Et alors, lui et puis d'autres, il n'est pas tout seul, est-ce qu'on a le droit de dire que depuis 130 ans que les parapsychologues font leur travail, c'est des incompétents, ils n'ont jamais réussi à obtenir quelque chose de flagrant, ou alors est-ce que c'est dû à la nature du phénomène qui réagit aux conditions de son observation? Et donc, là, dans l'ufologie, si les ufologues veulent s'ouvrir à la parapsychologie, ils trouveront peut-être des ressources pour expliquer le phénomène qu'ils affrontent. Pierre? Oui, enfin, le modèle de von Lucadou, on peut le discuter, on peut essayer de trouver des failles, entre guillemets. Personnellement, ce qui va me gêner, c'est cette notion de ne pas pouvoir enregistrer un phénomène psy ou une observation ufologique. Il y a des phénomènes psy, des productions de psy qui ont été filmées, des productions aussi des poltergeists qui ont été filmées. Je pense d'ailleurs en Allemagne à Rosenheim, où c'était effectivement de mauvaise qualité, mais un tableau qui tournait autour de son clou a été filmé. Des lampes qui bougeaient dans le couloir ont été filmées. Je pense à des choses comme des séances de spiritisme un petit peu, enfin de table tournante, on va dire, un petit peu particulière d'Owen au Québec, qui ont été filmées aussi en pleine production du phénomène. Production. Il y a des phénomènes aussi de psychokinèse du genre Uri Geller, pas forcément lui, d'autres qui ont été filmés au cours d'expériences. Donc, ça me paraît quand même difficile de dire on ne peut jamais filmer. Ce genre de film existe. Ouais. On va clore là le débat parce que évidemment ça demanderait d'aller beaucoup plus loin et là ça deviendrait vraiment une discussion de spécialistes. Non pas qu'elle serait pas intéressante, mais peut-être un petit peu trop pointue. Mais on doit avancer parce que énormément de SMS sont arrivés au 71 200, notamment une question une personne qui demande, au lieu de s'intéresser aux pouvoirs paranormaux eux-mêmes, les chercheurs devraient se demander pourquoi ils apparaissent chez une personne donnée. Renaud Évrard, que pensez-vous de cette approche? C'est tout à fait une question qu'on s'est posée et depuis les débuts de la parapsychologie, il y a eu beaucoup d'études de type psychologique pour vraiment essayer de savoir pourquoi telle personne développait un poltergeist, par exemple, et pourquoi telle personne n'en faisait pas alors qu'elle avait des problèmes peut-être parfois plus graves. Et ces études-là, elles ont été poussées, et finalement, on n'a pas abouti sur grand-chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de caractère vraiment discriminant, par exemple de dire que c'est les psychotiques ou alors les névrotiques ou des choses comme ça, ou des gens qui avaient eu des traumatismes dans l'enfance, donc ça ressortait de cette façon. Non, en fait, il y aurait peut-être qu'un seul facteur auquel s'intéresse encore Lucadou, c'est celui de tendance à la dissociation psychique. C'est quelque chose d'assez particulier, d'assez technique en psychologie. Enfin, bon, c'était connu aussi en France. C'est des personnes qui vont parfois être, on dirait, dans la lune, capables de faire deux choses en même temps.
Et on se rend compte de ça, ça va être les médiums, enfin comme on conçoit les médiums par exemple, ou la personne qui fait de l'écriture automatique, donc qui écrit des messages alors que elle voit sa main bouger, elle comprend pas comment ça se fait que sa main écrit des choses qu'elle-même ne pense pas. Oui. Donc une sorte de dissociation de la pensée. Et ça, c'est des personnes qui ont fréquemment ce genre d'expérience, qui auraient plus tendance à vivre des phénomènes paranormaux. Oui, Pierre. Voilà. Oui, ici on est dans le cas d'expérimentation, donc quand on essaie de reproduire au laboratoire un phénomène psy, mais je dirais que la situation typique de l'apparition du psy chez une personne, c'est quand cette personne va vivre un stress. On l'a évoqué à plusieurs reprises avec Renaud, ça peut être un moyen d'expression du stress lui-même. Ça peut être aussi une situation... il y a des cas où souvent on se demande encore si une maladie, si un problème, un stress physique peut générer un phénomène spontané, un phénomène de terrain. En tout cas, on le rencontre assez souvent, je dirais. Je me souviens comme ça, il y a un exemple qui m'en vient en tête très, très ponctuel, dans le Narbonnais, d'une jeune femme qui avait eu un accident de moto et qui immédiatement, pendant sa convalescence, immédiatement après cet accident de moto, avait eu des sensations, elle avait ressenti une présence chez elle, la présence d'un ancien locataire, en fait une vieille dame qui habitait là avant elle. Elle avait eu des sensations qu'on avait pu vérifier en partie, et puis cette relation à cette sensation, je vais dire, pour éviter de dire à cette entité, s'est estompée pratiquement au fil de sa convalescence. Au fur et à mesure qu'elle allait mieux physiquement, ça s'est résorbé, quoi. En fait, j'ai suivi cette personne pendant pratiquement un an, même un peu plus, et c'était très fort au départ. Et ça s'est amenuisé petit à petit jusqu'à disparaître en bout de convalescence. Encore un SMS, puisque vous l'avez évoqué, Renaud, un auditeur ou une auditrice qui nous demande: que pensez-vous de l'écriture automatique? Est-ce dangereux? Oui, non. Oui ou non, Renaud? C'est-à-dire que une activité en soi, dite pratique occulte, pour faire général, n'est pas dangereuse en soi. Enfin, on peut très bien faire ça en s'amusant ou faire ça pour développer ses capacités artistiques, comme faisaient les surréalistes, qui se mettaient aussi, disait-il, en état d'automatisme d'écriture. Mais le risque, ce serait en fait l'idée qu'on s'en fait et comment ça peut venir exprimer aussi des problèmes psychologiques derrière. C'est-à-dire qu'on va se mettre dans cette position d'écriture automatique, il va se produire parfois des phénomènes, parfois même des choses prémonitoires, et ensuite on va se dire que c'est pas nous, que c'est un esprit, qu'on est possédé, et finalement ça va nous suivre partout. Donc il y a des idées comme ça, que si elles sont pas encadrées, même par une théorie spirit qui à certains égards limite et donne une façon de penser très morale de la chose, donc ne pas en abuser et tout ça. Certaines personnes sont faites pour, d'autres non, donc vous pouvez couper la communication avec les mauvais esprits si vous voulez, mais un ensemble de théories qui permet finalement de prendre du recul par rapport à cette activité. Et ça, le problème avec l'écriture automatique et d'autres pratiques occultes, c'est que c'est souvent actuellement des adolescents qui font ça pour s'amuser. Ils ont vu ça à la télé ou dans des livres, et eux, ils sont pas du tout encadrés et ils ont même pas finalement à quelqu'un à qui s'adresser pour ensuite en parler. C'est ce qui est peut-être... et là, ça peut être dangereux. Oui, là, ça peut être dangereux, quoi. Pierre? Oui, on peut comparer l'écriture automatique à d'autres pratiques de communication avec l'au-delà, que ce soit séance spirit, que ce soit transcommunication. Le tout, c'est de ne pas en abuser et de ne pas se rendre dépendant. Et surtout, de ne pas se rendre dépendant d'une tierce personne qui pratique cela pour vous. Mais si on reste au niveau de la personne qui va essayer elle-même, c'est difficile à dire, mais peut-être qu'on pourrait dire, avant d'essayer la première fois, on pourrait peut-être se dire, il faut que je prenne la décision rationnelle de ne pas en abuser. On ne peut pas faire ça tous les soirs pendant des heures et des heures.
parce qu'après tout, même si on envisage la survivance, même si on accepte la survivance, l'autre qui est de l'autre côté, il a sans doute autre chose à faire que d'être là, tout bonnement. Ne serait-ce que pour ça, c'est un respect de l'autre, après tout. C'est vrai. Ouais. Donc ne pas s'en rendre dépendant, et même à la limite se dire, si je m'aperçois rationnellement, en réfléchissant 30 secondes, que vraiment je deviens accro, dès que je m'en aperçois, j'arrête. Il faut réussir à avoir cette présence d'esprit, je dirais. Voilà, mais il faut l'avoir en fait avant de commencer. Ouais. Et si on se donne une barrière, une barrière de protection, et on se dit cette barrière, je ne dois pas la dépasser. Là, ça peut marcher. Ouais. Il y a d'autres situations qui peuvent être dangereuses, je dirais, dans ces expériences. Et je pense en particulier aux séances spirites. C'est quand on ne maîtrise plus ce qui se passe autour d'une table, quand c'est une séance de table tournante, on essaie de communiquer avec un défunt, on a un mouvement de la table, qu'il soit réel, provoqué, ça n'a aucune importance. Il y a un groupe qui s'est formé, il y a des influences de groupe qui se forment, il y a des gens qui ont des attentes particulières par rapport à ce que va faire la table, et ce qui peut être le plus difficile à maîtriser, c'est non pas la communication en elle-même avec un défunt, dans la mesure où on accepte qu'il est là, mais le contexte psychique. Pour prendre un cas précis, je dirais qu'il m'est arrivé de me retrouver personnellement autour d'une table pour faire une séance comme ça, et d'avoir un couple dont la femme avait des comptes à régler, des discussions sérieuses. Elle aurait aimé avoir des discussions avec son père défunt, il n'y avait pas eu l'occasion. Et manifestement, cette séance-là lui servait d'exutoire. Ouais. Et là, ça devient dangereux. Ça devient dangereux vraiment au niveau de la personne. Mais c'est pas le contact avec l'au-delà qui est dangereux. C'est pas la croyance en l'au-delà si on y croit. C'est ce contexte psychologique de la personne au moment où elle pratique et bien sur terre. Là. Ouais. Vous restez avec nous, Renaud Evrard, Pierre Massias, une pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous pouvez continuer évidemment à nous envoyer vos questions. Vous le savez, c'est avec grand plaisir que nous y répondons, tenterons d'y répondre. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte, votre question, votre commentaire et vous envoyez le tout au 71 200 ou vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Morad est au standard pour vous accueillir. 0826 300 deux fois. Dans quelques minutes, nous allons répondre aux questions que vous nous avez laissées sur notre répondeur, les aventuriers de l'étrange. Samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Benedy, les aventuriers de l'étrange. 0826 300 300, vous le savez, vous pouvez nous appeler et nous laisser des questions, des messages. Nous allons les écouter avec mes deux invités, Pierre Massias et Renaud Evrard, et essayer d'y répondre. Première question. Bonjour, je m'appelle Madame Albert. Je suis intéressée par le livre de Jean Morzel. Je serais intéressée par l'achat de ce livre, mais je ne sais pas où m'adresser. Voilà, au revoir. Alors, je m'appelle Michel. Je voudrais savoir le livre que vous avez présenté le samedi 3 ou 10 février à 22h30. Le titre du livre, les rencontres avec l'au-delà. Le nom de l'auteur, je pense que c'était Jean Mansel, mais je ne suis pas sûre. J'aurais aimé savoir où pouvoir se le procurer. Merci de pouvoir répondre à mon appel. 0826 300 300, vous pouvez nous appeler pour nous laisser les questions, comme l'ont fait ces deux auditrices. Nous allons en écouter d'autres. Pierre, il s'agit de Jean Morzel, évidemment, et les références du livre que l'on va rappeler. Oui, Jean Morzel, M-O-R-Z-E-2-L-E. Donc tout commence après, aux éditions CLC. Et pour se le procurer, on va dans une librairie, dans la librairie la plus proche, on le commande. Ça se trouve très très facilement. Et très bon bouquin d'ailleurs, puisqu'il a été notre invité. J'ai eu l'occasion de lire ce livre, toi aussi. Tout à fait. Très bon bouquin avec pas mal de témoignages à l'intérieur. Donc le titre, c'est Tout commence après. Et l'éditeur, c'est CLC, les trois lettres, CLC Édition. Hein.
Voilà, tout à fait. Et puis on peut peut-être rappeler que Jean Morzel doit donner une conférence sur Toulouse. J'avais la date sous les yeux, je l'ai plus. Tu as 30 secondes pour la retrouver, le temps de... Je la retrouverai pas, c'est le 27 février sur Toulouse. Je pense qu'on va retrouver ça dans les annonces locales. D'accord, très bien. De toute façon, il y a le site. Oui, sur le site internet, les informations y sont. Donc, je rappelle le site psiland.org, psiland.org, psiland.org. Une autre question. Bonsoir, je suis Eman de Bordeaux. Et je voudrais demander d'extrapoler un peu plus sur les expériences de Sheldrake, en fait, sur le champ morphique. Est-ce que c'est reconnu comme étant scientifique? Et en fait, quels sont les développements, les études les plus récents qui ont été faits sur ce sujet? Parce que si c'est vrai, ça voudrait dire que en fait, l'espèce humaine, ou peu importe quelle espèce, pourrait se régler sur une certaine longueur d'onde pour se procurer en fait des connaissances qu'il ne possédait pas auparavant. Parce qu'en fait, j'en parlais à un ami cette semaine, qui est très très sceptique en fait, et il ne croit pas du tout. Merci. Alors là, je me tourne vers vous, Renaud Évrard. D'abord, peut-être une présentation succincte de qui est Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake, c'est un biologiste anglais, une très bonne école, qui s'est intéressé aux phénomènes paranormaux au quotidien, des choses au quotidien. Il lui a proposé une théorie, ça va faire une vingtaine d'années, qui est donc la théorie des champs morphogénétiques ou champs morphiques, et qui essaye d'expliquer des effets de groupe en fait, par exemple les vols d'oiseaux ou les bancs de poissons qui se déplacent simultanément comme des formes de liens télépathiques. C'est-à-dire que chaque groupe a créé un lien télépathique qui unit tout le groupe de manière inconsciente. C'est ça, donc des esprits collectifs. Et donc c'est une autre façon d'élaborer la non-localité finalement. Enfin, la théorie des champs, c'est plus proche quand même de la matérialité physique. Alors la question était de savoir si c'était scientifique et reconnu. Je dirais que non, malheureusement. Il y a des données, beaucoup de données. Donc Rupert Sheldrake se base aussi sur des données en parapsychologie, des phénomènes spontanés comme des phénomènes provoqués expérimentalement. Mais ça reste une théorie. Il y en a beaucoup d'autres. Celle-là est plutôt contestée en fait. Elle fonctionne plutôt encore sur le mode de l'analogie entre les champs énergétiques classiques en physique et des champs à moitié biologiques, à moitié spirituels. Ouais. Donc c'est un peu problématique et je pense que c'est pas encore le moment d'extrapoler sur la question. Oui, Pierre Massias. Oui, sur ce champ morphique, l'une des expériences de base, en fait, ne me semblait pas faire partie du domaine de la parapsychologie. Si je me souviens bien des chercheurs, c'est dommage que j'ai pas la référence sous les yeux, mais je la retrouverai. Des chercheurs avaient remarqué que des rats réagissaient plus rapidement à ce qu'on leur demandait dans une expérimentation sur les rats. Réagissait donc plus rapidement si la même expérimentation avait été faite ailleurs dans le monde un certain nombre de fois. Sur des rats aussi. Voilà, donc quelque part on fait une première expérimentation avec les rats, ils réagissent dans un certain temps. Très bien. Ils réagissent dans un temps donné avec des réactions qu'on va noter. Et si l'expérience est reproduite, on est dans le domaine scientifique, donc l'expérience est reproduite par d'autres chercheurs à travers le monde, et ces autres chercheurs s'aperçoivent qu'en fait, les rats, au fur et à mesure de la chronologie des répétitions dans les labos, on s'aperçoit que les rats réagissent plus vite au fur et à mesure que le nombre d'expérimentations augmente. Ah oui, comme si ceux qui avaient vécu les premiers, les pionniers quoi, les premiers rats avaient vécu cette expérience. Ils ont vécu l'expérience, mais ils laissent une trace quelque part dans une espèce de bibliothèque, et tous les autres rats du monde y ont accès quand ils se retrouvent face à cette même expérience, et ils vont un peu plus vite. C'est très très connoté de dire qu'on laisse quelque chose, une trace dans une bibliothèque quelque part. Je pense à un terme très spécifique. Sheldrake ne va pas jusque là, mais effectivement il y aurait dans certaines traditions on appelle les mémoires akashiques, par exemple. Voilà, je voulais pas le dire, mais tu l'as dit. Dis-donc, on va le dire. Les mémoires akashiques, oui, c'est un peu ça. Voilà, non, mais Sheldrake n'est pas dans cette notion quand même de mémoire akashique. Oui, qui est plus mystique d'ailleurs. Oui, totalement. Ce qu'on peut aussi pour cette personne qui nous a appelé, c'est donner une référence la référence du dernier bouquin de Sheldrake, traduit en français.
c'est Le Septième Sens, donc du docteur Rupert Sheldrake, aux éditions du Rocher, et qui est sorti en 2004. On le trouve sans aucun souci à travers le net. Renaud Évrard, Rupert Sheldrake est aussi, a fait beaucoup d'expériences avec des animaux, me semble-t-il. Oui, c'est un spécialiste sur la question. Donc il a écrit un livre qui s'appelle par exemple Ces chiens qui attendent leur maître, ou Outre pouvoir des animaux. Donc là, c'était une expérience où on a remarqué au quotidien que le chien se met à gambader, à aboyer quand il sait que son maître va arriver. Peu importe finalement à quelle heure il arrive, comme il pressentait sa venue. Donc c'était quelque chose d'assez étonnant, mais il y avait plein de témoignages sur la question. Et ce qui est intéressant de la démarche de Sheldrake, c'est toujours de prendre des choses qui existent au quotidien et de essayer de faire un protocole expérimental à valeur scientifique, et donc ensuite d'expérimenter de façon claire. Et c'est ce qu'il a fait, et il montre ses résultats et d'autres dans certains de ses livres. Oui, il faut noter que quand vous avez parlé, Renaud, du chien qui est content du retour de son maître, il a fait exprès de demander au maître de varier les horaires d'arrivée chez lui, évidemment, parce que là... C'est juste comme ça qu'on opérationnalise, qu'on rend... qu'on montre justement que c'est pas du hasard, que voilà quoi, que c'est pas fixé non plus. Oui, tout à fait. Si vous-même, d'ailleurs, j'en profite pour rebondir là-dessus pour une prochaine émission, si vous-même vous avez senti que comme ça vos animaux ont un comportement un petit peu particulier, comme s'ils avaient une espèce de capacité paranormale, évidemment votre témoignage nous intéresse. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, 0826 300 300. Ce soir, Morad attend vos témoignages, par exemple, ou vous pouvez nous laisser également un message sur le répondeur après l'émission, puisque le répondeur des aventuriers de l'étrange fonctionne 24 heures sur 24. Vous avez également la possibilité de nous contacter par mail. C'est étrange au singulier, étrange@sudradio.fr. Une pause et on se retrouve avec encore vos questions au 0826 300 300. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Avec mes deux invités, Pierre Macias qui tient le site internet qui héberge toutes les archives des aventuriers de l'étrange, toutes les émissions, vous pouvez les télécharger en intégralité sur psiland.org, psiland.org, psiland.org. Et puis Renaud Évrard qui est en notre compagnie, Renaud Évrard qui appartient au GEIMI, donc le groupe d'étudiants de l'Institut Métapsychique International. À tous les deux, encore une question qui nous est arrivée au 0826 300 300. Bonjour, je voudrais avoir des renseignements sur le congrès de Martigues sur les NDE, s'il vous plaît. J'aimerais bien avoir les références pour pouvoir le commander. Je m'appelle Josiane, j'habite un petit village qui s'appelle Saint-Mamel-la-Selvetat, à côté d'Aurillac, dans le Cantal. Merci. Alors, Josiane nous demande de Pierre d'avoir les références pour avoir peut-être le livre qui en est sorti, c'est-à-dire l'écrit de toutes les conférences et surtout le DVD qui a été publié. Oui, alors on peut trouver en fait tous les renseignements sur le site de Sonia Barkala, qui est l'organisatrice des rencontres de Martigues. Ouais. Le site c'est s17production.com, donc S17 comme le nombre, production tout accolé.com, et là on va avoir les références donc des actes du colloque de Martigues qui sont parus très récemment, et les références aux 2 CD aussi qui ont été produits juste après les rencontres. Donc 2 CD, il y en a un qui regroupe des extraits des conférences et un autre. Ce sont des films, c'est ça. Ce sont des films, c'était filmé au cours les conférences, du congrès. C'est ça. Mais le CD ne représente pas complètement le congrès par manque de place, tout simplement. Et il y a un autre CD, un autre DVD, pardon, sur le colloque de Martigues, qui lui est dédié complètement à la conférence du docteur Pim von Lommel, donc un médecin qui a
qui a regardé un petit peu comment ça se passait dans le cerveau, qui a essayé d'estimer comment ça se passait dans le cerveau au moment des NDE. Au moment des expériences de mort imminente, c'est voilà. Ça. Ouais. Tu as retrouvé le lieu, la date de la conférence que va donner Jean Morzel, qui a été notre invité il y a quelque temps de cela. Oui. Jean Morzel, l'auteur donc, je rappelle à celles qui nous l'ont demandé, du livre qui s'intitule Tout commence après aux éditions CLC. Voilà. Alors, la conférence se déroulera à Toulouse en Haute-Garonne. Notez bien si vous êtes dans le coin. Alors à Toulouse, ce sera donc le 27 février à 20h30 et c'est une conférence de Jean Morzel et de Jean-Jacques Charbonnier que nous avons reçu aussi, et qui est organisée par l'association des femmes brisées, 7 rue Chabanon à Toulouse. Et si on a besoin de renseignements supplémentaires, on peut appeler le 05 61 73 38 64. Mm-hmm. Je le redonne. Oui. 05 61 73 38 64. Voilà. Et toutes ces références, évidemment, sont disponibles sur le site internet psilande.org, psiland.org, psilande.org. Monique de Nîmes vient de nous envoyer un SMS avec une question qui demande est-ce que les apparitions, les visions en plein jour sont plus réelles que celles que l'on fait la nuit? Renaud Évrard, est-ce qu'on peut faire une distinction entre les deux, où une apparition est une apparition n'importe quand, indépendamment du moment où elle arrive? Non, je pense qu'on peut faire une distinction, mais il faut toujours pouvoir avoir des éléments du contexte, parce que là, une apparition, c'est très très vague. Oui, tout à fait. Et, alors, dans l'élément du contexte, qu'est-ce qu'on a à prendre en compte? C'est par exemple l'état modifié de conscience de la personne, c'est-à-dire qu'elle peut être en veille normale, en plein jour, en pleine journée, quelque chose de banal, ou elle peut être aussi ou perdue dans ses pensées, ou sortir d'une sieste, ça, en pleine journée, c'est possible. Mais la nuit, ce qu'on a fréquemment, c'est des témoignages de personnes qui ont des apparitions, mais au moment de s'endormir ou au moment de se lever, donc à des moments où il y a fréquemment ce qu'on appelle des hallucinations hypnagogiques ou hypnopompiques. Oula, que c'est schné. Voilà, c'est simplement, bon, je vous ai donné les termes techniques pour que vous pouvez retrouver, mais c'est simplement des hallucinations qui sont fréquentes quand au moment de l'endormissement, parce qu'il y a un mélange entre le rêve et la réalité, et même pareil au réveil. Mm-hmm. Et donc il y a même des pathologies en petites pathologies, hein. Mm-hmm. Par exemple la paralysie du sommeil, qui est ça arrive à beaucoup de monde, et il y a beaucoup de monde, ça se produit avec des hallucinations. Et au moment du sommeil, on se retrouve à se réveiller, on est conscient mais paralysé, on n'arrive plus à bouger. Et là, on ressent des choses bizarres et on peut voir apparaître des formes succubes, incubes, démons, extraterrestres, et j'en passe. Mmh. Et donc, ce sont des apparitions nocturnes. Justement, il faut pouvoir déterminer quel état modifié de conscience. Et puis, il y a d'autres éléments du contexte qui peuvent être pris en compte aussi. Ouais. Enfin, une question. Là, il est 23h52. Vous avez à peu près 5 petites minutes pour vous lâcher pour vous lâcher, Renaud Évrard et Pierre Massias, sur cette question qu'un auditeur nous a envoyée par SMS au 71 200. Pourquoi en France les scientifiques veulent systématiquement discréditer le paranormal? Ouvrez le feu, qui veut commencer? Renaud, allez. Ah non. Eh bien, je vous conseille de lire Somnambulisme et médiumnité de Bertrand Meust. Ça fait 1200 pages. Ah oui, c'est simple. Ça répondra à votre question. En fait, c'est vraiment quelque chose d'historique, très propre à notre culture et très enraciné très profondément en nous, ce refus des phénomènes paranormaux, ou alors cette attribution au domaine du surnaturel. Et donc là, on est dans une ère difficile à penser, parce que c'est possible, mais ça correspond pas à ce qu'on nous a appris, et pourtant c'est possible, et c'est pas surnaturel, c'est pas dû à Dieu, c'est pas dû aux extraterrestres ou à l'au-delà. Enfin, on peut le penser. Bon, je dirais que on doit essayer de comprendre le paranormal ou les phénomènes psy justement dans une ère intermédiaire, et c'est pas évident. Et donc les scientifiques ils font souvent et sont conservateurs. On leur a appris des choses et ils l'appliquent d'une très bonne manière. Et il y en a certains qui essayent d'avancer. Ils s'exposent aux critiques, c'est normal. Pierre. Oui, comme dit Renaud, les scientifiques s'exposent aux critiques et c'est normal. Mais personnellement,
ça me fait toujours un petit peu sursauter cette question, pourquoi les scientifiques n'acceptent pas les phénomènes paranormaux. Hormis ce que vient de dire Renaud, moi je trouve pas que les scientifiques refusent les phénomènes paranormaux. On trouve plein de scientifiques, aussi bien dans les sciences dures que dans les sciences humaines, et que ce soit de jeunes scientifiques au moment de leur mémoire, de DEA, de thèse, qui s'intéressent à ces sujets. Ceux-là ne sont pas fermés à ce genre d'idées. Oui, mais on sait très bien que s'ils veulent pousser un petit peu plus loin, leur carrière est flinguée. Pas forcément, ça dépend dans quel contexte ils se situent. Ouais. Et effectivement, il y a des guéguerres de labo comme n'importe où, même dans l'industrie. On veut avoir plus de sous que le petit copain parce qu'on a envie de mener une expérimentation. Donc, d'une manière, on va essayer de dénigrer son collègue parce qu'il a fait un travail à propos de tel ou tel phénomène ou partie du paranormal. C'est surtout dans ce cadre-là que c'est dénigré. C'est-à-dire les scientifiques en place ont effectivement une carrière, ont effectivement un travail à accomplir dans le cadre normal de leur cursus, et ça va leur poser éventuellement problème de dire qu'ils s'intéressent à ce genre de phénomène, ou alors ils vont le dire devant la machine à café. On m'a raconté il y a quelques années une histoire drôle en fait. Dans un labo de sciences humaines, je dirais pas précisément où pendant une réunion de labo, parce que justement chacun cherchait à financer son travail personnel ou le travail de sa petite équipe, certains avaient lancé des pics à d'autres sur leur intérêt de tel ou tel domaine du paranormal, que ce soit la sorcellerie ou que ce soit l'ufologie, et en particulier l'ufologie dans ce cas-là. Et le directeur du labo même avait lancé des attaques assez sévères vis-à-vis de l'un de ses collaborateurs, je vais dire, sur son intérêt, pas ses croyances. C'était absolument pas une histoire de croyances, mais son simple intérêt pour l'ufologie. Et ensuite, après la réunion de labo, devant la machine à café. Là où il s'était fait bien démonter pendant la réunion. Il s'est bien fait démonter pendant la réunion. Ouais. Mais après, devant la machine à café, ce directeur de labo dit à cette même personne qu'il avait démonté copieusement. Je t'ai démonté, mais finalement c'est vachement intéressant ce genre de sujet. Il y a des choses à gratter, il y a des choses à faire. Je suis désolé. La parapsychologie finalement, on peut la considérer comme une discipline scientifique parce que on a à peu près les mêmes règles que dans les disciplines scientifiques institutionnelles. On se tire dessus à boulet rouge, mais finalement, on est copains-copains. Oui, d'ailleurs, Lucadou, justement, est intervenu en 2006, là, cet été, à un congrès de l'Association américaine pour l'avancement de la science. Donc, c'est quasiment l'équivalent de l'Académie des sciences, qui a fait un congrès en mêlant des physiciens et des parapsychologues sur la question de la causalité rétroactive dans le temps, en fait. Et Lucadou était invité parmi d'autres parapsychologues. Donc, aux États-Unis, le débat était là, et les actes sont publiés par cette académie, quoi. Alors que, on a cette image de la France où finalement, les frontières sont plutôt, il y a un filtre aux frontières et on n'a pas forcément toutes les informations. Le paranormal est une bonne science, mais devant la machine à café, quoi, dans les labos. Voilà. En gros, si je résume un peu. À peu près, parce que quand même, un certain nombre de personnes, un certain nombre de scientifiques arrivent à s'exprimer comme ils l'entendent par rapport au sujet, parce que soit ils sont à la retraite, tout simplement, là ils craignent plus rien, soit parce qu'ils ont une assise tellement forte dans l'institution qu'ils peuvent se permettre ce qu'ils veulent. Même là, voir l'exemple que citait Renaud Évrard il y a quelques instants, Olivier Costa de Beauregard, grand physicien quand même, qui s'est fait chambrer par ses collègues parce que il s'intéressait aux phénomènes paranormaux. Alors quand même qu'il était. C'était un monsieur. C'était un monsieur reconnu par les physiciens, par les autres, par la communauté des physiciens. Il était unique, je dirais, dans la petite case du modèle interprétatif de la mécanique quantique qu'il défendait. Dans d'autres cases, je dirais, explicatives, on trouvait plusieurs physiciens, mais il était reconnu parmi les spécialistes mondiaux de la mécanique quantique.
Merci en tout cas Renaud Évrard de nous avoir accordé de votre temps. On se retrouve le week-end prochain puisque le week-end prochain ce sera week-end spécial témoignage avec énormément de témoins que l'on a commencé à contacter et qui vont venir nous raconter leurs expériences tout à fait étonnantes. Vous serez des nôtres donc Renaud. Ah oui, très bien, mais je dois vous dire que j'ai beaucoup aimé cette interview de Lucado. Je trouve que c'est une très bonne émission. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup Renaud et au week-end prochain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pierre, évidemment, samedi et dimanche prochain pour l'analyse des témoignages de ceux et celles qui nous écoutent. Avec plaisir. Merci beaucoup Pierre. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Rendez-vous donc le week-end prochain, samedi et dimanche. Attention, samedi, l'émission ne commencera qu'à partir de 22h50 car il y a du sport juste avant. Week-end consacré au témoignage avec, vous allez entendre des récits absolument fascinants, passionnants. Donc si vous aussi vous avez vécu quelque chose de l'ordre du paranormal, vous pouvez nous appeler et nous laisser un message. Et vos coordonnées évidemment au 0826 300 300. Si vous voulez réécouter cette émission et les émissions précédentes, direction le site psylande.org où vous retrouverez toutes les archives des aventuriers de l'étrange depuis le mois d'avril 2006. Vous pourrez les télécharger et les écouter tout à votre aise. Merci à Mathieu qui a réalisé cette émission, Morad qui était au standard et Pierre Massias qui m'aide à les construire. Je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute des programmes de Sud Radio. À samedi prochain.